Bonjour, nous allons voir dans ce module 8 comment produire une carte simple dans QGIS à partir des données du DHIS2. Une carte est un support particulièrement efficace pour communiquer les résultats de votre travail. Elle permet en effet de synthétiser et de donner une vue d'ensemble sur un nombre d'informations parfois considérable. Il est très important de veiller à ce qu'elle soit la plus lisible, attractive et parlante possible, afin que la personne qui la lira puisse comprendre aisément ce que vous avez décidé d'y représenter. Ce module va vous permettre de symboliser des données vecteurs dans QGIS, d'y afficher des étiquettes afin d'améliorer encore la lisibilité de certaines problématiques et enfin de comment la mettre en page. À la fin de la présentation de ce module, vous allez également avoir accès à différentes possibilités d'amélioration de cette carte. Commençons par la symbologie. Le terme symbologie des entités vectorielles fait référence au processus de mise en couleur et de choix des styles. Il en existe une grande variété de choix et de combinaisons possibles. Dans QGIS, il existe plusieurs modes de symbologie pour les couches vecteurs, en fonction du type de géométrie. Les trois grands modes communs sont le symbole unique, qui applique la même symbologie à toutes les entités spatiales de la couche vectorielle. Le mode catégorisé, qui est utilisé pour différencier des données de type nominal ou catégoriel, avec la possibilité d'utiliser différents symboles ou couleurs à partir des valeurs distinctes d'un champ. Le mode gradué, qui lui est utilisé pour différencier des données de type quantitatif, avec la possibilité de faire varier la couleur ou la taille des entités en fonction de la valeur chiffrée d'un champ. Et enfin, le mode ensemble de règles, qui est souvent assez complexe puisqu'il peut être utilisé pour afficher des entités d'une couche en utilisant un symbole variable en fonction des règles définies par l'utilisateur. Je repars ici du projet QGIS du module 6, mais je peux aussi repartir du projet 5 ou d'un nouveau projet et ajouter mes données vecteurs du DHIS2 dans QGIS. Rapidement, je mets mes données non spatiales à part dans un groupe car on va s'intéresser à la symbologie des couches vecteurs. Dans QGIS, on peut accéder aux propriétés de symbologie de nos couches vecteurs de deux manières. Via le panneau Style de couche qui a dû être ajouté comme un nouveau panneau après le module 5. Sachez qu'il est aussi accessible en cliquant sur l'icône étiquette dans la barre d'outils en sélectionnant le volet symbologie ou via la fenêtre des propriétés de la couche. Pour cela, faire un double clic ou clic droit sur la couche désirée et choisir l'onglet symbologie. Comme vous le voyez, le panneau Style de couche porte uniquement sur la symbologie et les étiquettes, tandis que la fenêtre des propriétés de la couche regroupe toutes les propriétés et pas uniquement la symbologie. L'avantage du panneau est qu'il permet d'aller beaucoup plus vite. En effet, il se met à jour automatiquement pour correspondre à la couche qui est sélectionnée dans le panneau couche. Ceci est assez intéressant car on peut simplement, avec les flèches du clavier, choisir la couche vecteur désirée et sans devoir ouvrir à chaque fois la fenêtre des propriétés des couches pour faire un changement de symbologie. De plus, il possède une option mise à jour en direct qui permet de pouvoir visualiser directement les changements de paramètres de la symbologie sans devoir cliquer sur le bouton Appliquer. La fenêtre de symbologie est composée de trois parties. La partie supérieure qui dépend de la nature géométrie de la couche, point, ligne, surface, où on choisit le type de rendu, symbole unique, catégorisé, gradué, etc., ainsi que les caractéristiques de la symbologie qui sera utilisée. Elle donne un parti de la symbologie choisie. Concrètement, par exemple, on va changer la symbologie de la couche vecteur district en y appliquant un remplissage de polygones en transparent. Pour cela, on doit choisir dans le style pas de remplissage. Et pour la bordure, on va garder la couleur du trait en noir, mais prendre par exemple une épaisseur de 0,46 mm. Pour voir le résultat, on va rapidement déplacer la couche au-dessus de celle des chefferies. La deuxième partie, juste en dessous, permet de régler la transparence de la couche et sa couleur. Concrètement, on va changer la symbologie de la couche chef jaune des chefferies, donc choisissant une couleur jaune-orange pâle au niveau des couleurs standards et en jouant sur l'opacité. Et enfin, la partie inférieure montre l'ensemble des symboles disponibles. Concrètement, pour changer le symbole de notre couche initiale de centre de santé, on pourrait utiliser le marque-page Topo Hôpital. On peut ensuite éventuellement le customiser en retirant une partie du symbole dans la partie supérieure de la fenêtre en cliquant sur le bouton moins.
Une autre possibilité pour accéder à de nombreux symboles est de sélectionner le type de symbole en symbole SVG. On a alors accès à de nombreux pictogrammes pertinents rangés par catégorie. Si le choix de symbologie de nos couches vecteurs du DHISE en mode symbole unique nous convient, on enregistre alors notre projet. Il est possible de sauvegarder la symbologie d'une couche, mais uniquement spécifiquement via la fenêtre des propriétés de la couche avec le bouton Style tout en bas de la fenêtre. Celui-ci n'existe pas dans le panneau Style. La sauvegarde de la symbologie vectorielle se fait dans un fichier spécifique dont l'extension courante est le .kml. Il est également possible de simplement copier-coller une symbologie d'une couche à une autre dans le projet QGIS via un clic droit sur la couche, donc il faut copier le style. On sélectionne style et copier le style. On peut alors choisir de tout copier ou uniquement certaines catégories. Puis, un clic droit sur la couche à laquelle il faut appliquer le style copié et sélectionner la nouvelle option coller le style, et là aussi on peut choisir les catégories à coller. Nous allons voir maintenant comment concrètement afficher des étiquettes à nos entités spatiales symbolisées. Les étiquettes sont importantes dans la réalisation de cartes car elles permettent d'ajouter des informations supplémentaires pour préciser certains éléments. Comme pour la symbologie des entités vectorielles, l'accès aux étiquettes peut se faire via le panneau Style de couche et l'onglet Étiquettes, qu'on trouve également dans la fenêtre des propriétés de la couche. On va sélectionner ici notre couche de district et ajouter une étiquette simple afin d'avoir leur nom qui s'affiche sur notre carte. On garde donc la valeur name qui renseigne bien la colonne contenant le nom de nos districts. Pour la police de texte, on choisit par exemple le style italique et une taille de 8 points. Il est bon de savoir qu'il est possible de rajouter un tampon autour du texte, par exemple de 1 mm avec une couleur gris clair, et pour encore plus clarifier l'apparence des étiquettes, on peut choisir une ombre projetée. Au niveau de la position, on va cocher décaler du centroïde et choisir le cadran central. On garde aussi une distance de décalage de 0. Il est possible d'aller beaucoup plus loin dans le contrôle de l'apparence des étiquettes en utilisant également les étiquettes basées sur des règles. Celles-ci permettent de changer le style de l'étiquette en fonction d'une propriété de l'entité ou de valeurs stockées dans la table d'attributs. L'interface de paramétrage des étiquettes donne de nombreuses options et possibilités de combinaison afin de personnaliser l'apparence des informations de la table attributaire que nous voulons afficher. Dans la plupart des cas, le mode étiquette simple suffira largement. Dernière étape pratique de la réalisation de la carte est sa mise en page ou son habillage. En effet, la production de cartes est le processus d'arrangement des éléments cartographiques dans une mise en page de manière à ce que même sans beaucoup de mots, une personne lambda puisse comprendre de quoi il s'agit. Pour qu'une carte soit efficace dans sa communication, elle doit comporter les 5 éléments suivants. Un titre, exprimant le thème et éventuellement le lieu. Sauf si c'est évident pour le lecteur. Par exemple, on reconnaît une carte du monde, mais pas tous les lecteurs ne reconnaissent un pays. Le corps de la carte, c'est-à-dire la carte proprement parlée. Veillez aussi à ce qu'elle soit la plus grande possible. La source des données utilisées avec leur date. La légende qui reflète le choix cartographique effectué. La légende doit être conçue de façon à être facile à déchiffrer et mémoriser. Elle doit donc être synthétique, claire et complète. Enfin, l'échelle, de préférence graphique, pour conserver ses propriétés en cas de changement de dimension du document. L'auteur peut aussi choisir d'ajouter des éléments facultatifs pouvant ponctuellement donner une information utile ou améliorer la lisibilité du document, tels que l'orientation avec une flèche nord, un graticule, c'est-à-dire des coordonnées géographiques, le système de projection, le nom de l'auteur, le logiciel utilisé, le logo, etc. Pour finaliser notre carte dans QGIS, il faut aller dans une interface de mise en page, qui est une fenêtre indépendante de l'interface principale de QGIS. Pour y accéder, on clique sur le bouton de nouvelle mise en page ou on va le chercher via le menu projet. On est alors invité à saisir un titre pour cette mise en page. Cette fenêtre de mise en page est composée de différentes zones. Au centre, une grande zone blanche de composition de la carte. C'est la page où on insère les éléments, les objets cartographiques. Dans la partie de gauche et supérieure, les barres d'outils et menus, avec
En haut, en dessous de la barre des menus, les outils d'exportation, d'impression et d'affichage. Sur la droite, les outils permettant d'ajouter et d'organiser les différents éléments objets sur la page. Dans la partie de droite de la fenêtre se trouvent en haut dans l'onglet Éléments les options relatives aux objets insérés sur la page. Et on a aussi l'onglet historique des commandes afin de pouvoir revenir sur plusieurs modifications en arrière. En bas, il y a 3 onglets. L'onglet Mise en page permettant de fixer les paramètres généraux de mise en page. Notez que c'est dans le menu Mise en page Paramètres de la page qu'on fixe le format et l'orientation de la page et non dans cet onglet. L'onglet Propriétés de l'objet permet de fixer les paramètres de l'objet sélectionné. Et enfin, on a l'onglet Grid qui permet d'ajouter des repères sur la feuille pour nous aider à placer avec précision certains objets. On va maintenant concrètement produire notre carte. Pour cela, on va commencer par faire un clic gauche sur le bouton « Ajouter une nouvelle carte ». Notez qu'on peut aussi passer par le menu « Ajouter un élément ». Et puis, on trace avec un clic gauche maintenu une grande zone dans l'espace de composition de la carte. On peut aussi, pour ajouter un objet cartographique, pointer un endroit sur la page avec un clic gauche et rentrer manuellement les dimensions désirées, mais c'est moins intuitif. En utilisant le bouton déplacement de contenu, on peut ensuite régler le zoom avec le molette de la souris et déplacer la carte au sein de notre zone. On peut également régler le zoom manuellement en choisissant l'échelle de la carte dans l'onglet Propriétés de l'objet. On va ajouter la légende de la carte en cliquant sur le bouton de légende. Et ensuite, avec un clic gauche maintenu, dessiner la zone d'insertion en dimension désirée. Comme on le constate, lors de la création d'une légende, les couches dans le panneau des couches apparaissent automatiquement. Elles s'y figurent avec l'ordre et le nom affiché dans le panneau des couches. Dans la fenêtre de mise en page, il est cependant possible de modifier tout cela. On va dans l'onglet Propriétés et on décoche l'option de mise à jour auto. Ensuite, via le petit moins, on retire de la légende l'apparition des couches non spatiales et de la couche avec jointure. On va essayer avec un clic droit cacher le nom du groupe non désiré et décaler avec la flèche où vient glisser-déposer la couche des districts. Enfin, avec le bouton d'édition, on renomme les couches avec les noms désirés. La modification du nom et de l'ordre ou la suppression de couches dans la légende n'entraîne aucune modification dans le panneau des couches. Les modifications concernent uniquement la légende. D'ailleurs, si une seconde légende est créée, il faut effectuer le même travail de modification de nom, d'ordre, etc. Notez que si vous devez réaliser plusieurs mises en page de cartes, il est préférable de changer le nom de la couche dans le panneau de couche via un clic droit renommé ou de supprimer la couche que vous n'allez pas utiliser. Par exemple ici la couche de jointure. Cependant, cela permet de gagner du temps et de ne pas avoir à le faire pour chaque mise en page. Via le bouton d'échelle, on va maintenant ajouter la barre d'échelle qui permet d'informer sur la notion des distances. On va garder une échelle graphique afin que l'information reste valide, peu importe la taille du document. Dans l'onglet Propriétés, on va choisir un style plus simple avec des repères au-dessus de la ligne. On va enfin ajouter du texte dans la composition pour mettre un titre et renseigner les sources avec l'icône texte. On trace la zone de titre et dans l'onglet Propriétés, on y insère le texte désiré. Par exemple, Centre de santé en Sierra Leone. Avec un clic gauche sur le bouton police, on peut éventuellement le mettre en gras, augmenter la police et le souligner. On va maintenant ajouter les sources de nos données et leur date en bas à droite de la carte. Il s'agit ici de couches venant uniquement du DHIS2, donc du ministère de la Santé. On peut éventuellement également ajouter le nom de l'auteur de la carte. Avec le bouton image, on peut aussi éventuellement, comme élément non indispensable, ajouter une flèche nord, même si le nord est bien en haut sur notre carte. Pour la flèche nord, on peut rapidement utiliser le bouton QGIS. Il s'agit en fait d'un raccourci du bouton image.
On peut aussi changer la source de l'image en allant chercher une image ou un logo dans un dossier sur notre ordinateur. Si vous êtes satisfait de votre carte, voici venu le moment de l'exporter. QGIS propose d'exporter la carte finale sous différents formats, PNG, JPEG, SVG ou PDF, avec ces icônes, ou même directement de l'imprimer. Cette dernière étape nécessite de choisir la résolution et cela peut se faire dans l'onglet Mise en page. Par exemple, pour une impression ou une projection de la carte, 250 dpi est bien suffisant. Finalement, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet QGIS. En effet, l'enregistrement du fichier projet est indispensable pour sauvegarder la carte composée. Notez que lorsqu'au moins une mise en page existe dans le projet, de nouveaux boutons apparaissent dans la fenêtre du gestionnaire de mise en page, permettant d'afficher, de dupliquer, de supprimer ou de renommer la mise en page sélectionnée dans la liste de la fenêtre. Lorsqu'on veut réaliser des versions légèrement différentes d'une même carte, par exemple l'une sans particule et l'autre avec, la fonction dupliquer s'avère particulièrement utile. Dans le cas où on doit faire de nombreuses cartes avec la même mise en page, il est plus intéressant d'utiliser les modèles de mise en page de cartes ou la fonctionnalité Atlas. Lorsque toute l'impression est configurée, position, échelle, etc., il est possible de sauvegarder le modèle de mise en page pour des impressions ultérieures de même type. Les deux diapos suivantes montrent une synthèse des exercices et ressources à votre disposition. Ces exercices sont repris en détail dans d'autres présentations avec leurs corrections. La documentation proposée provient directement du manuel officiel de QGIS. Un grand merci pour votre écoute et de belles aventures cartographiques avec QGIS. N'oubliez pas de vous référer à la présentation pour accéder dans la partie bonus à des astuces d'amélioration.